Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Espace Éco. Elles sont décriées, critiquées et même accusées d'être des voleuses. Beaucoup estiment aussi qu'elles ne sont pas crédibles car elles n'honorent pas toujours leurs engagements. Elles, ce sont les assurances. Et oui, ces fameuses assurances auxquelles nous sommes astreints. Certaines sont obligatoires, d'autres facultatives et offrent l'occasion pour les sociétés qui exercent dans le domaine d'engranger des fortunes. Certes, en Afrique, le marché est encore presque vierge. Le continent noir représente en effet aujourd'hui 1,5% du marché mondial de l'assurance. En 2014, par exemple, ce marché a généré 4 778 milliards de dollars à travers le monde. En Afrique, la même année, la Fédération des sociétés d'assurance africaine de droit national indique que le secteur de l'assurance, dans l'ensemble de sa zone qui couvre 16 pays, employait 8 572 personnes contre 8 289 en 2013. Mieux, les primes émises dans les 16 pays de la zone FANAF ont généré 1,54 milliard d'euros en assurance vie et en non-vie. La part vie étant de 28% et la part non-vie de 112%. Autre donnée qu'il convient de souligner ici, un Africain au sud du Sahara dépense en moyenne au moins 70 $ par an pour s'assurer, contre 1 000 $ en Afrique du Sud et plus de 2 700 $ en Europe de l'Ouest. D'où la question de savoir si les assurances sont encore une nécessité aujourd'hui en Afrique. Pour répondre à cette question, je reçois pour vous un spécialiste du domaine et un consommateur que nous allons découvrir dans un court instant. Et donc, pour parler de l'assurance avec nous aujourd'hui sur Espace Éco, je reçois M. Robin Akrambessi. Il est le président du Conseil national des associations de consommateurs au Bénin. Bienvenue à vous. Bonjour, madame la journaliste. En face de M. Akrambessi, nous avons M. Christian Afayon. Il est le directeur général de la Générale des assurances du Bénin, en abrégé GAB. Monsieur le directeur général, bienvenue sur Espace Éco. Merci, madame Inès. Alors, pour commencer, chers invités, et surtout vous, monsieur le directeur de la GAB, rappelez-nous un peu les origines des assurances. Les assurances, c'est quoi exactement et pourquoi exerce-t-on dans ce domaine-là? Merci, madame Inès. Avant d'aborder cette question, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous donnez aux assureurs de s'exprimer sur la question et de montrer quand même aux assurés qu'ils ont leur raison d'être. Vous vous défendez en même temps? Ils ont leur raison d'être. Alors, les origines de l'assurance, puisqu'on ne peut pas aborder la question sans faire un retour en arrière sur les origines, il faut déjà noter que pendant l'Antiquité, il y avait déjà des formes traditionnelles d'entraide où les populations se cotisaient pour venir en aide à des membres qui sont exposés à des vulnérabilités, à des risques qui viennent perturber leur équilibre économique. Aujourd'hui, nous assistons encore à ce type de solidarité. C'est vrai, elle s'amenuise aujourd'hui, ce type d'expression de solidarité. Mais c'est surtout au XIIIe siècle, au niveau de l'Italie et la Grecque notamment, que l'assurance a pris corps par sa forme maritime. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Les marchands devraient déplacer d'énormes capitaux, d'énormes marchandises pour aller au niveau du reste du monde. Ils avaient besoin de beaucoup de capitaux, justement, pour armer les navires ou effectuer ces expéditions. Les banquiers exigeaient de leur part un certain nombre de conditions. Et disons que l'opération tournait autour d'un pari. Les banquiers disaient: si nous vous finançons et que vous veniez à bon port, les marchandises arrivées à bon port, alors vous nous remboursez.
Et nous contribuons également, nous participons au profit de l'opération. Parfois, ça va jusqu'à 40-50% de bénéfices engrangés par ces marchands. Par contre, lorsque les marchandises n'arrivaient pas à bon port, alors le banquier perdait les sous avancés. L'Église, à l'époque, avait trouvé cette pratique vraiment d'usuraire. Le fait de contribuer aux bénéfices des marchands avait trouvé que vraiment c'était usuraire et qu'il fallait revoir les conditions d'application de ce mécanisme qu'on appelait prêt à la grosse aventure. Alors, par décrétal du pape Grégoire IX, cette pratique a été supprimée. Et je dois rappeler que ce prêt à la grosse aventure était un mélange de spéculation et d'assurance. L'aspect spéculatif étant la contribution au bénéfice. Ça a été supprimé et les assureurs, les banquiers avaient réagi pour dire maintenant pour financer ces opérations, il faut qu'au préalable, ces marchands payent d'avance une certaine somme. De sorte qu'à l'arrivée, si les marchandises ne venaient pas à bon port, au préalable, ils auraient déjà quand même encaissé un certain nombre de sous. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Quand on regarde le fonctionnement de l'assurance aujourd'hui, c'est que pour aller en risque, pour espérer la couverture de l'assureur, il faut payer d'avance une certaine somme qu'on appelle prime ou cotisation d'assurance. C'est comme ça que l'assurance est née. Et, en Italie, les premiers contrats étaient élaborés à Gênes, je crois, au XIIIe siècle, comme je le signais. Et après, nous avons assisté au développement de l'assurance terrestre par l'incendie de Londres. C'est vraiment historique, cet incendie qui a brûlé plus de 100 églises en 1666. Après, nous avons assisté également à l'assurance automobile par l'intensification des déplacements, la révolution industrielle et les assurances vie aujourd'hui qui protègent les individus, les populations pour assurer les vieux jours. Voilà comment les assurances se sont adaptées à l'évolution du temps. Adaptées à l'évolution du temps. Et on verra dans le développement qu'il y a une corrélation entre les assurances et l'économie. Robin Akron-Messi, que vous inspire cette belle histoire? Mais je crois que c'était une belle initiative au début. Malheureusement, elle a pris la connotation d'une certaine forme de prévarication financière parce que de solidarité, on est devenu très commercial, plutôt très mercaticien. Et puis, c'est les populations qui payent les frais parce que nous, les consommateurs, ce que nous avons comme produit que nous payons souvent, c'est l'ensemble de toutes les taxes, toutes les charges qui sont additionnées et qui reviennent au panier de la ménagère. Donc, vous comprenez que le panier de la ménagère se vide chaque jour. Parce que quand on prend les primes que nous payons, ce n'est pas rien. Hein. Ce n'est pas rien. Souvent, c'est des primes qui coûtent la peau des fesses pour les souscripteurs. On voit par exemple au niveau des assurances vie, ce qui se génère en termes de difficultés que le consommateur vit lorsque par exemple il n'est pas bien informé des conditions de souscription. Vous voyez que beaucoup de gens à des moments donnés, par contrainte, abandonnent la continuation des souscriptions, des contributions et finalement ils perdent tous leurs avoirs. Parce qu'en temps, ils ne savaient pas qu'il y aurait des pénalités. Ils ne savaient pas que si ils n'acceptent pas les pénalités, de supporter les pénalités, eh bien, ils peuvent perdre tout le contrat, il peut y avoir résiliation. Donc, il y a un problème d'information qui, en principe, pour nous, aurait pu même faciliter le développement des assurances parce que c'est utile. C'est utile dans la mesure où les risques que nous prenons tous les jours sont énormes. Vous voyagez, vous prenez des risques. Vous inscrivez vos enfants à l'école, vous prenez des risques. Vous construisez une maison, vous prenez des risques. Vous conduisez. Vous conduisez, le transport. Donc, dans tous les secteurs, pratiquement, il y a des risques. Mais le véritable problème, c'est que dans les pays comme les nôtres, par exemple, l'information ne passe pas. Et pourtant, c'est le deuxième droit, le plus important du consommateur. Et la loi l'a prévu. Il y a la loi 2007-21 portant protection du consommateur qui prévoit, par exemple, en son article 12, que le consommateur doit être suffisamment informé par rapport
même au risque, au danger qu'ils courent en souscrivant. Or, souvent, on vous remet une liste kilométrique. Et puis, vous ne lisez jamais d'ailleurs. Oui, vous ne pourrez jamais finir de lire. Les caractères sont tellement millimétrés, petits, si bien que millimétriques, si bien que finalement, vous ne pouvez même pas lire. Or, normalement, quand le souscripteur vient, le consommateur vient, il faut lui remettre le document d'abord et le conseil même d'aller lire à tête reposée. Étant donné que très peu maîtrisent les questions de droit, ils devraient se rapprocher des juristes, de leurs conseils, pour savoir quels sont les avantages réels qu'ils ont à le faire, quelles sont les conséquences et prendre des dispositions. Je crois que dans le développement, nous allons aborder les autres détails qui... Alors, Christian Fayon, les assurances, ça ne communique pas beaucoup? Oui, merci, merci pour la question. Ça cache des données sous de petits caractères. Je ne pense pas que c'est l'intention de l'assureur. On peut reprocher parfois des défauts de communication, mais je conçois que M. Acrombessi soit dans cet état d'âme, parce que c'est la récrimination en général qui est adressée aux assureurs. Je pense que pour évoluer et répondre à ces préoccupations, il faut que nous rappelions un peu le rôle de l'assurance. Allez-y. L'assurance a deux missions principales, deux rôles principaux. Il y a d'abord la conservation du patrimoine et le financement de l'économie. Derrière ces deux rôles, nous avons l'individu qui renouvelle son matériel, son patrimoine en cas de réalisation de cet événement redouté que nous appelons risque. Et ça, nous le notons au quotidien. Les véhicules utilisés, les véhicules de valeur, les maisons construites. La maison aujourd'hui est quand même le patrimoine important, l'élément important du patrimoine. Donc quand vous le perdez suite à un incendie, on est déboussolé. Et des personnes très importantes de ce monde, Henry Ford et Churchill même, ont réaffirmé la nécessité de s'assurer. Henry Ford disait, New York n'est pas la construction des hommes, mais celle des assureurs. Aucun constructeur ne pouvait aller à ce niveau des gratte-ciel si, au départ, n'a pas le confort nécessaire pour protéger sa famille. Et on a vu, New York, c'est la ville des gratte-ciel. Henry Churchill disait, s'il lui était permis, il allait inscrire le mot assurance au front de tout le monde. Vous voyez, ça, c'est patent. Et j'ai compris dans le développement de M. Acrombessi que les risques existent. Donc, la nécessité de s'assurer reste actuelle. Par rapport au financement de l'économie, c'est là alors la liaison que je fais avec l'espace éco de Sika TV. C'est une opportunité monstre de développement pour nos pays, notre continent et pratiquement le Bénin. Nous voyons plein d'acteurs intervenir dans le secteur des assurances. D'abord, il y a les salariés, vous l'avez souligné au niveau africain, au niveau national, il y a l'impôt que l'assurance génère, ce qu'on appelle la TUCA, la taxe unique sur le contrat d'assurance. Il y a également les intermédiaires, les courtiers d'assurance, les agents généraux qui travaillent dans le domaine. Ceux-là constituent une force active au service de notre nation. Maintenant, les primes d'assurance ou cotisation étant collectées par les assureurs, il y a un dispositif pour leur utilisation. Du fait du décalage existant entre la date d'encaissement de la prime et la prestation de l'assureur, le législateur a voulu qu'il y ait, disons, un dispositif juridique pour l'utilisation, disons même pour le placement même de ces primes-là. En plaçant ces primes, soit c'est dans l'immobilier, ça développe l'immobilier, soit dans des banques qui, à leur tour, prêtent de l'argent aux agents en déficit de financement. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment un domaine qui anime beaucoup la vie économique. Donc, pour revenir à la question de M. Acrombessi, je note que les assureurs
on les traite de voleurs, on les traite de bandits, et ils rédigent en caractère très fin les clauses contractuelles. Aujourd'hui, le législateur est là pour protéger le consommateur. Le code TIBA est là pour protéger le consommateur. Et il y a des dispositions expressément mentionnées. On dit les clauses relatives aux exclusions, les clauses relatives aux franchises, c'est-à-dire la part que va supporter l'assureur en cas de réalisation du risque, que ces clauses-là doivent être mentionnées en caractère très apparent. Du coup, quand on découvre des contrats qui comportent des clauses d'exclusion, de franchise, et qui ne sont pas mentionnés en caractère apparent, alors ce contrat est nul, est frappé de nullité. Donc le législateur a fait ce qu'il faut pour protéger vraiment le consommateur. Il y a bien d'autres dispositions et l'État même a fait le contrôle, d'abord a priori, avant l'ouverture des compagnies d'assurance, le contrôle pendant l'exercice et également le contrôle au moment du retrait d'agrément. Et ça, c'est le contrôle administratif. Il y a le contrôle portant même sur l'équilibre financier, la solvabilité des compagnies d'assurance. Donc tout ce dispositif est présent pour permettre aux consommateurs d'aller aux assurances de façon la plus aisée. L'État ne peut pas exiger d'ailleurs une obligation d'assurance, ne peut pas exiger l'assurance responsabilité civile automobile, je n'en donne que ça comme exemple, sans derrière surveiller les compagnies d'assurance qui engrangent ces primes et sans honorer leur engagement. L'État serait coupable en train de cautionner une situation de non-droit, d'injustice généralisée. Donc tout le dispositif est fait, est mis en place pour protéger le consommateur. C'est vrai, il y a aussi des brebis galeuses. Il y a parfois des situations où l'assureur est obligé de demander tout un tas de pièces pour se convaincre de l'existence du sinistre. Parce que l'assurance, c'est d'abord une mutualité qui est constituée. Dans cette mutualité, il y a des règles bien définies. Nous payons une prime dans cette mutualité. Et à partir de cette mutualité, nous allons prendre de l'argent pour pouvoir venir en aide, aller réparer le préjudice subi par ceux-là qui sont exposés au risque. Justement, DG, Monsieur Affayan, on vous reproche énormément de choses sur ce plan précis. Déjà, le temps mis pour traiter les dossiers. Ensuite, quand il faut payer, le temps aussi que vous mettez avant de décaisser. Robert Combressy. Je crois que le DG, il est en train de protéger sa paroisse, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais je voudrais rappeler que la question de l'information est capitale pour nous. C'est capital pour le consommateur parce que je vais vous donner quelques éléments qui vous permettent d'apprécier la gravité de ce que les gens vivent. Aujourd'hui, je vois des publicités où on met par exemple que les motocyclistes aillent s'assurer. Mais on ne dit pas aux pauvres motocyclistes qui n'a peut-être jamais été à l'école, qui doit avoir un permis de conduire avant que demain, si éventuellement il est sinistré, qu'il puisse être dédommagé. Les gens vont, ils prennent des immatriculations pour leur moto. Je ne sais pas dans quelles conditions on les assure, alors que la plupart n'ont pas de permis de conduire. Et nulle part, ce n'est mis dans les publicités qu'il faut avoir un permis de conduire. Ça a l'apparence d'une publicité incomplète ou mensongère. Lorsque les gens viennent s'abonner chez vous, vous deviez leur dire, par exemple, de façon explicite, toutes les pièces dont ils auront besoin ou toute la démarche méthodologique à adopter lorsqu'un sinistre survient. C'est un peu comme vous avez un problème avec une tierce personne, vous ne prenez pas un huissier pour faire des constats, vous ne prenez pas un certain nombre de dispositions pour avoir les éléments de preuve, mais vous serez devant le juge, vous aurez beau avoir raison, mais vous allez perdre de procès. Donc, c'est la même situation avec les assureurs qui n'explicitent pas ces préoccupations, ces démarches aux consommateurs, de sorte que c'est quand les gens ont fini d'accumuler les erreurs juridiques qu'ils viennent se présenter pour réclamer d'être dédommagés. Et là, on leur demande de fournir des pièces qu'ils n'ont pas. Vous savez, sur les terrains, il se passe des accidents où, malheureusement, parfois, il y a quelques corps habillés qui viennent et qui ne respectent pas la procédure.
c'est source de préjudice pour le consommateur parce que le constat étant mal fait, eh bien, le consommateur peut ne pas bénéficier du dédommagement parce que le constat et parfois c'est fait à dessein. On ne sait pas toujours si ce n'est pas quelque amitié de bonne foi. Des complicités, de bonne foi. Dire? Non, je n'ose pas aller là. Je penserais peut-être à une complicité passive parce que les gens n'ont peut-être pas eu l'intention de le faire. Et donc, tous ces défauts d'information, ça fait que le consommateur, finalement, constate que, oui, il est lésé. Donc, pour nous, c'est important que l'information soit réelle, disponible. Et vous savez, même les Nations Unies ont prévu ça aujourd'hui. Au niveau du CNUSED, c'est prévu que les entreprises doivent être transparentes dans la délivrance de l'information. C'est une obligation. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et vous savez, j'ai vu un chiffre tout à l'heure, 4 600 et quelques milliards, 800 et quelques milliards. Je ne sais pas si j'ai bien retenu, mais de dollars en plus pour l'Afrique. Parfois, nous nous demandons, mais tout ça, ça sert à quoi? Parce que c'est quand même la sueur et le sang des Africains. Est-ce que vous allez réinvestir ailleurs ou bien c'est toujours dans les pays africains? Parce que si c'était dans les pays africains, puisque vous parlez de l'aspect financier, du rôle financier dans l'économie, on ne sent pas. Parce que vous voyez la misère aujourd'hui au Bénin. Si on arrive à mobiliser autant de milliards et que ce n'est pas réinvesti pour qu'il y ait le développement, ça veut dire que nous cotisons, espérant un jour un sinistre qui ne vient presque jamais, parce que vous savez, le Bénin a beaucoup d'arsenal. Il y a de l'arsenal au Bénin pour se protéger contre beaucoup de choses. Donc, les sinistres n'arrivent presque jamais. Et finalement... C'est de l'argent perdu pour le consommateur. Bon, je ne dirais pas perdu, mais finalement, ça n'accompagne pas le consommateur. Parce que c'est une prestation qu'ils ont offerte. C'est de bon droit. Mais finalement, est-ce qu'ils contribuent vraiment au développement de l'économie? Est-ce qu'ils ne viennent pas juste prélever et aller vivre dans les paradis fiscaux? Christian Fayon, vous êtes interpellé. Merci, Madame Inès. Merci, mon cher Président, M. Akromessi. Problème de communication. Je ne dirais pas que l'assureur communique très bien, mais il communique. Je prends pour exemple sur les motos. Oui. Aujourd'hui au Bénin, il y a l'assurance des motos qui est vraiment d'actualité. Pendant longtemps, cette assurance a été négligée, alors qu'elle est obligatoire. Il y a eu des émissions télévisées déjà où nous avons communiqué. Et la direction des assurances qui contrôle le marché. Et nous, les assureurs, surtout l'ASA, l'Association des sociétés d'assurance, où je suis président même du pôle d'Euro, nous avons communiqué, avant-hier déjà, il y a une émission télévisée. Nous avons communiqué sur le prix, sur les conditions de souscription. Pour le permis, ça s'est posé. On a demandé s'il faut exiger le permis tout de suite. Nous avons été ouverts. Nous avons dit sur ce plateau que le permis est normalement une condition sine qua non pour la jouissance de cette assurance. Nous avons trouvé que c'est trop tôt, très tôt, d'exiger cette pièce-là des motocyclistes tout de suite, au risque de mettre en péril le projet. Nous avons demandé qu'il y ait un moratoire et que petit à petit, on amène ces titulaires de 2 roues à prendre les règles de bonne conduite, les règles de circulation, pour que l'assureur ne soit pas là pour l'entretien de ces risques. Dans ces conditions, est-ce que vous ne mettez pas la charrue avant les l'équilibre que l'assureur essaye de garantir pour honorer ses engagements à l'avènement des risques, cet équilibre va être rompu. L'assureur ne fabrique pas de l'argent. L'assureur essaye de mutualiser, essaye d'organiser cette mutualité de manière à être toujours apte à honorer ses engagements. Si on laisse ces motos de façon durable, ces motocyclistes de façon durable à ne pas prendre les règles de bonne conduite, nous sommes exposés. Nous allons fermer la baraque. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt les amener à se conformer d'abord avant de s'assurer? Oui, le problème c'est là. Aujourd'hui, nous avons une sorte d'insécurité généralisée. Sur nos chaussées circulent des valeurs variables.
des véhicules de 110 millions, des véhicules dépassant, il y a même des valeurs au-delà de 100. Il y a des vélos qui circulent, des vélos de 200 000, des motos de 350 000. Mais je l'ai dit à cette émission, une petite égratignure, on ne peut pas estimer sa valeur tout de suite. Il faut aller au niveau des concessionnaires pour comprendre que le problème est urgent. Nous avons trop mis du temps. Il faut que nous amenions les titulaires de ces 2 roues qui circulent sur nos voies publiques à pouvoir prendre le bon chemin. Parce que il n'y a que, aujourd'hui au Bénin surtout, nous abandonnons l'exercice du droit, de notre droit à réparation. Il faut que nous ouvrions les yeux. Lorsque nous allons exiger chaque partie victime d'un accident provoqué par un tiers, une autre partie, va commencer par exiger ce droit à réparation, les gens comprendront qu'il faut aller vers des assureurs pour reporter sur leur patrimoine ce risque-là. Parce que le risque est inestimable en termes de valeur. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse différer en ce moment l'assurance des 2 roues. Elle est d'ailleurs obligatoire. C'est nous qui ne le faisons pas. Dans le Code CIMA, la législation qui régit la zone, les 2 zones Ouest-Afrique et puis Centrafrique, la législation qu'on appelle Code CIMA a déjà mentionné que tout utilisateur de véhicules terrestres à moteur est obligé de s'assurer avant son utilisation, est obligé de s'assurer avant son engagement. Et un véhicule à moteur, c'est les 4 roues, c'est les 2 roues. Dès lors que c'est motorisé, c'est un véhicule à moteur terrestre à moteur du moins. Donc de ce fait, l'obligation existait déjà. Nous ne faisons que réveiller quelque chose qui ne se fait pas. Et là, ce n'est pas que les assureurs qui le demandent. Il y a l'autorité de tutelle. L'État a envie de protéger les citoyens. Et pour ne pas laisser une situation de déconfiture au niveau de la nation, qu'il est question aujourd'hui que les 2 roues aillent s'assurer pour leur responsabilité qui est engagée. Parce que le problème est imminent. Le problème est imminent. Vous êtes satisfait, Robert? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez, il me semble que vous ne voyez que l'aspect pécuniaire. Vous savez, je vais vous expliquer. Je n'ai pas fini par rapport à votre intervention. J'ai pris cet aspect pour dire que nous avons évidemment communiqué là-dessus. Et là-dessus même, on a dit que pour la souscription, on se rend auprès des guichets habituels, des compagnies d'assurance non-vie, des compagnies d'assurance qui opèrent dans le domaine d'accidents, incendies, etc., la construction des bâtiments, les chantiers, etc., ou au niveau du siège de l'association des assureurs. En cas de sinistre, se reporter au même guichet ou au niveau du pôle qui est logé au niveau de l'association des assureurs. En réalité, tout est dit. Et les documents que nous remettons aux clients à la souscription, que ce soit les 2 roues, même les autres contrats, ces documents comportent suffisamment d'informations par rapport à la souscription, suffisamment d'informations par rapport à la déclaration et les conditions à réunir pour pouvoir s'attendre à une indemnisation. Est-ce qu'on a une idée des pièces à fournir en cas de sinistre? Bien sûr. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, je l'ai souligné. On ne peut pas dire que on ne peut pas nous donner du blanc-seing. Mais, en majorité, le travail se fait aujourd'hui et le législateur le surveille très bien. On ne peut pas produire sans remettre un contrat. Le législateur, dans le même code des assurances, il est mentionné, par exemple, qu'en cas de sinistre, surtout accident de la voie publique, l'article 230, les forces de l'ordre doivent adresser le PV aux assureurs dans un délai de 3 mois. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses, de contraintes que l'assureur ne peut même pas braver. Lorsque le PV vous parvient après 3 mois, c'est que vous ne pouviez pas réparer le dommage avant 3 mois, sauf lorsqu'il s'agit d'une assurance directe sur votre bien. Vous avez pris une assurance touriste sur votre bien parce que c'est tous les risques qui sont couverts. Quelle que soit la situation, l'assureur est obligé de payer. Donc l'assureur n'attendra pas de voir si c'est elle qui est responsable ou pas. L'assureur va payer. Et après, va chercher maintenant au niveau du PV pour situer la responsabilité et exercer un recours contre le tiers responsable.
Mais s'agissant d'une assurance de responsabilité pure, il faut attendre le PV pour voir comment les responsabilités sont situées. Et si ce document essentiel pour moi, une pièce aussi maîtresse n'est pas à la disposition de l'assureur ne peut pas bouger en réalité. En réalité, c'est ça. Et nous assistons aujourd'hui à des montages de faux sinistres. L'assureur se doit d'être regardant et de bien instruire son dossier. La fraude à l'assurance. De bien instruire son dossier pour se convaincre de l'existence du sinistre afin de pouvoir payer son sinistre. Si l'assureur ne le fait pas, l'équilibre qu'il est en train de bâtir va être rompu. Et quand on aura des vrais sinistres, l'assureur ne serait plus en mesure d'honorer son engagement. Ça va être total. Oui, je disais que je ne suis pas du tout heureux de noter que vous n'avez que d'intérêt apparemment pour l'aspect financier. Pourquoi? Aucun sinistré n'a envie d'être sinistré. Ce n'est pas parce que je vais m'assurer que j'ai envie qu'un accident survienne. Parce que les dommages que je subis, vous ne pouvez pas me les réparer. Ils sont nombreux. Financiers, moraux, matériels. Et donc, si j'ai une moto, je préfère vraiment maîtriser le code de la route, avoir le permis de conduire, plutôt qu'on me pousse vers une assurance pour me dire c'est utile d'assurer ma moto et que je prenne tous les risques parce que le jour où ça pète, mais lorsque vous serez à l'hôpital, vous ne savez même pas ce qui vous arrivera. Est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? L'assurance mettra combien de temps pour intervenir en temps réel? Donc, pour nous, c'est capital de trouver le mécanisme pour pouvoir éduquer les gens au code de la route et à l'obtention du permis. Parce que l'autre désastre que ça peut créer, c'est que dès que les gens se disent « je suis assuré », c'est la mentalité du Béninois. Mais il est tranquille. Il ne fera plus l'effort d'avoir le permis de conduire par après. Mais est-ce que c'est le rôle des assurances d'éduquer au code de la route? Mais ils doivent contribuer. Parce qu'ils doivent contribuer. Ils ont ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Et aujourd'hui, les entreprises qui font un certain chiffre d'affaires ont cette responsabilité-là, de contribuer à l'évolution de la société. Ils le font avec l'État. L'État a cette responsabilité régalienne de s'assurer que les gens ont le permis de conduire avant de prendre des motos à partir d'un certain nombre de cylindrées. Mais malheureusement, nous savons que nos États en Afrique sont des missionnaires. Ça ne se fait pas. Vous voyez par exemple les casques que nous utilisons. Nous avons dénoncé plusieurs fois pour dire on ne peut pas utiliser ces genres de casques parce que ce n'est pas homologué. Mais personne ne veut intervenir par rapport à ça. Mais quand celui qui s'est assuré, il a porté ce casque et qu'il va tomber, mais c'est tant pis pour sa vie. Il croit en fait qu'il est protégé par ce casque. Mais rien, moi j'aurais bien souhaité que le casque aussi soit assuré. Parce que ça, par exemple, c'est un produit comme les produits pharmaceutiques. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le vendre si vous n'en avez pas l'agrément. Et lorsque je vais acheter mon casque, je sais que mon casque est assuré. Comme ça, on verra si les vendeurs d'illusions qui vendent de faux casques, parfois 10 fois le prix, ça je vous le dis, c'est vrai, des casques qui coûtent à peine 10 000 francs en Chine, ils font les formes turbodynamiques et on vient ici, on vous baratine avec, on vous le vend à 80 000 francs, à 100 000 francs pratiquement. Donc, il y a quelques préoccupations autour du mécanisme qu'on aurait bien souhaité que vous, les sociétés d'assurance, vous puissiez revoir et que vous ne voyez pas seulement les aspects pécuniaires où vous pourriez engranger. Parce que, vous savez, il se passe souvent quelque chose chez nous. C'est le mécanisme que Gandhi a décrit. Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, c'est contre moi que vous le faites. Vous avez voulu faire ces structures d'assurance, ces offres en assurance, par exemple, mais les consommateurs n'ont pas été associés en amont. On vient constater que vous proposez des services, mais nous aurions été bien informés, que nous vous aurions fait des recommandations pour dire voilà tel et tel aspect que nous estimons. Et puisque vous parlez du principe de la réparation des torts, c'est vrai, c'est un principe sacro-saint pour les consommateurs. Et nous sommes dans cette dynamique aujourd'hui. Nous exigeons l'information et nous exigeons la réparation des torts. Et nous disons, le principe est tout simple. L'enfant qui empêche sa maman de dormir, lui non plus n'aura pas le repos, il n'aura pas le sommeil juste. Si on ne répare pas les préjudices que nous subissons, désormais nous serons très exigeants
et les sociétés d'assurance sauront que nous l'avons notifié déjà aux banques. Dans tous les secteurs, nous allons exiger les réparations parce qu'on subit trop de préjudices. On subit trop de manipulation des données qui empêchent les gens de jouir des dédommagements lors des sinistres. Christian Fayon, merci. Rapidement. Oui, je vais réagir. Et nous allons essayer aussi d'évoluer dans le débat parce que nous tournons déjà vers la fin. Merci, M. Aklombessi. Vous êtes vraiment dans votre rôle. Je viens rectifier que l'assureur règle presque tous les dommages. Ça veut dire les dommages moraux, les dommages matériels et même financiers. Nous sommes là. Quand vous prenez le Cotima, il y a le préjudice moral des ayants droit, par exemple, à la disparition de leur père. C'est réglé. Le problème financier, le préjudice économique à la disparition de leur père ou de leurs parents, ça c'est pris en charge. S'agissant de l'information dont vous parlez, surtout l'aspect financier, nous assureurs, nous ne sommes pas là que pour protéger vraiment notre patrimoine, notre business. Je l'ai souligné, le législateur vous observe, nous observe. Les primes que nous encaissons ne constituent pas nos actifs. Les primes que nous encaissons, c'est au passif. On appelle ça provision technique. C'est la somme de nos engagements vis-à-vis des assurés. Donc on n'a pas utilisé pour dire voilà, c'est déjà des primes acquises, on fait des bénéfices. Absolument pas. Des compagnies engrangent près de 10 milliards et ne font que peut-être 300 millions de bénéfices. On en trouve. Donc l'assureur ne se met pas à utiliser ces primes-là. Il est obligé de déposer dans les banques l'immobilier en suivant des quotas, en observant la trilogie de règles de sécurité, de liquidité et de rentabilité. Il ne doit pas s'amuser avec les encaisses, aller vers ce que nous avons connu ICC pour multiplier très rapidement. Le législateur dit non. Voilà dans quelle filière tu dois placer. Donc, il y a cette sécurité. L'assureur ne s'amuse pas. Si l'assureur devrait s'amuser, c'est vite fait, on doit les assigner. Et même l'État, vous dit, ben, vous nous obligez à nous assurer, et après, vous n'assurez pas le contrôle derrière, on s'amuse. Je pense que ce n'est pas ça. Nous avons des efforts à faire au niveau de la communication. Et par rapport aux 2 roues, je dis qu'on ne peut pas différer cette assurance. Et nous, ce n'est pas notre rôle, comme l'a dit Mme Inès. Ce n'est pas notre rôle, au premier plan, d'éduquer les assurés, les motocyclistes. Il y a le CNSR, au Bénin notamment, qui est déjà sur ce chantier. Et il le fait, le DGCNSR, avec son équipe, pour éduquer ces populations, ces titulaires de 2 roues. Et il a invité, lors de l'émission, on a vu ces interventions. Il a voulu très tôt que tout le monde détienne le permis de conduire. Nous, on a vu, en réalité, ça nous arrange. Notre exposition devient moindre. Lorsqu'on sait que ceux-là que nous assurons, dont nous assurons les responsabilités, sont des personnes correctes qui connaissent le code de la route. C'est dans notre intérêt. En réalité, ce que nous disons aujourd'hui nous expose. Nous disons, nous avançons et progressivement, nous allons amener les populations à se ranger. En réalité, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Nous avons des efforts de communication à faire. Plus vous faites la communication, vous vous rendez visible d'ailleurs. Vous vous rendez visible. Nous sommes conscients de ça, qu'il faut communiquer plus. Mais le législateur a toujours prévu, dans l'industrie des assurances, les assureurs, les courtiers, qui sont les conseillers, vous pouvez recourir à leur service sans modération. Chaque fois que vous allez souscrire un contrat d'assurance, c'est comme si vous payez déjà un service. Mais vous ne le consommez pas parce que vous n'avez pas un avocat qui est le courtier d'assurance. C'est l'avocat qui est le courtier d'assurance. Et là, lui, il vous représente en tant que professionnel auprès de l'assureur pour discuter à égalité avec l'assureur. Et là, ça vous rassure davantage. C'est un autre dispositif qui est là, en dehors du contrôle de l'État. Donc, c'est des... Robert Aklombessi, finalement, pour répondre à la question, au thème central de cette émission, les assurances, une nécessité aujourd'hui encore?
Non, ça restera toujours une nécessité, mais malheureusement, ne donnez pas une grenade à un enfant, à un bébé, parce que pour lui, ça va être de l'amusement que de dégoupiller. Il faut forcément que les gens aient la connaissance. Il faut forcément que les gens aient l'information. C'est indispensable. Et j'insiste pour dire, ça devient une responsabilité sociétale pour les entreprises. C'est une obligation pour l'entreprise d'informer son client, d'informer son consommateur. Parce que si vous ne le faites pas, il vous opposerait ça demain. S'il peut apporter des preuves qu'il n'a pas reçu l'information de vous, il va vous opposer ça en justice et il aura bien gain de cause. Donc nous estimons aujourd'hui qu'il faut suffisamment informer, mais il y a un autre aspect. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, nous n'avons pas de voies de circulation dignes du nom. Nous aurions bien souhaité, puisque vous investissez dans l'immobilier et peut-être aussi dans les constructions des voies, que vous pensiez avoir avec l'État comment redimensionner nos voies, comment faire des voies pour que ce soit des voies qui respectent les normes et que les gens circulent à l'aise, qu'il y ait moins. Parce que quand aujourd'hui on voit un motocycliste gratter un véhicule de 100 millions, mais ce n'est pas la faute du motocycliste. On se retrouve comme dans des boîtes de sardines sur les voies. Absolument. Ça peut vous arriver à n'importe qui. Et vous allez vous retrouver avec cette charge-là. Donc nous pensons qu'il faut ce trinôme où les organisations de consommateurs participent aux réflexions avec l'État et vous. Parce que quand on parle d'éducation, de sensibilisation, malheureusement, souvent, il n'y a pas de plan de communication. C'est simplement qu'on appelle quelques organes de presse pour dire « nous voulons communiquer ». Ce n'est pas de la communication. Toutes les cibles auxquelles vous parlez ne perçoivent pas les mêmes messages de la même façon. Il y a des messages spécifiques pour chaque cible. Donc, quand vous avez une population à plus de 80% analphabète et que vous dites « vous êtes venu parler à la télé », vous avez parlé pour qui? Même les intellectuels aujourd'hui, Dieu sait combien suivent encore nos chaînes nationales parce que l'AS, et j'insiste, la réparation des torts, nous voulons que ça devienne une réalité et qu'on cesse de distraire les consommateurs. Alors Christian Fagnon, est-ce que vous, en tant qu'assureur, vous serez prêt aujourd'hui à investir dans les routes, par exemple? Oui, la question, elle est très pertinente. C'est vrai, dans mon développement, j'ai dit que les assureurs sont positionnés sur le développement de l'immobilier. Mais en plaçant ces encaisses dans l'immobilier, c'est pour pouvoir les fructifier et être en état permanent de pouvoir honorer l'engagement par la suite. Alors, par rapport aux voies, c'est pas évident que l'assureur se lève pour dire, bon, écoutez, les encaisses se mettent pour cette voie, c'est-à-dire construction de bitume. C'est pas évident, c'est des milliards. Vous savez, 1 kilomètre de voie très bien fait avec les voiries, c'est pratiquement 1 milliard. L'assureur ne va pas s'amuser parce qu'il risque d'hypothéquer. Mais l'assureur contribue à la réalisation de ces infrastructures par des obligations d'État. Il y a des obligations d'État qui viennent à l'assureur. L'assureur souscrit pour permettre à l'État de se doter suffisamment d'argent à une période donnée pour financer ces politiques publiques. C'est comme ça qu'on peut contribuer à la construction des voies. Et pour finir, Christian Fagnon, alors, quelle solution finalement y a-t-il pour accompagner ou mieux accompagner, je vais dire, le consommateur? Merci pour la question. Le consommateur a raison, parce que nous devons réaliser la symétrie de l'information. Il faut qu'on soit sûr que ce que nous pensons est pensé de la même manière que le consommateur. Parce que sans ça, c'est que le contrat est déséquilibré déjà. Exactement. Pour faire en sorte qu'il y ait symétrie, moi, je demande simplement au consommateur d'utiliser les voies disponibles. Il se fait accompagner par un conseiller en assurance. Il protège ses intérêts. Il est sûr que ses services au niveau de l'assureur, ses intérêts sont protégés. Ça, c'est la première des choses. Et je suis heureux que M. Akombesi ait compris que l'assurance continue d'être une nécessité. On le voit, les risques sont permanents, les capitaux se développent, les risques s'accroissent. Nous avons des sinistres au niveau du marché, dans Tokwa, même au Togo, aux États-Unis. Les cyclones, on a vu ce que cela a entraîné, a fait supporter au Trésor américain. Donc, les risques, c'est une nécessité hier, aujourd'hui et le sera. Voilà.
On garde cette phrase pour conclure cette émission, Robin Akrombesi. Oui, mais j'invite les consommateurs à être très éveillés. Lorsque vous allez solliciter un service, exigez l'information. Si vous ne l'avez pas, allez ailleurs. Tout simplement. Alors, votre mot de fin. Merci. Je voudrais remercier M. Akrombesi. Je souhaite bien travailler avec lui. Qu'à chaque fois, ils ont des soucis au niveau des assurances, de m'appeler. Et nous allons travailler ensemble pour effacer les inquiétudes qui sont là. Merci à vous, chers invités. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro de Espace Éco. Je rappelle aux téléspectateurs que j'ai reçu aujourd'hui Robin Akrombesi. Il est le président du Conseil national des associations de consommateurs. En face de lui, il y avait Christian Affayon, le directeur général de la Générale des assurances du Bénin. Il est également administrateur des assurances et enseignant à l'université chargé des cours d'assurance et de gestion des risques d'entreprise. Merci, chers messieurs, d'être venus sur le plateau de Espace Éco et à très bientôt.